Ah bah écoute, c'est quand même sympa, pour une fois d'être invité chez la personne qu'on interviewe. Oui, même si je t'avoue que ce manoir poussiéreux m'effraie un peu. T'as vu ce qui est écrit là-haut? Von Draca. Ça file la chair de poule. Je crois que Técriste bosse dans l'archéologie, il me semble, avec une spécialité dans les ossements, tout ça. Il va probablement faire des recherches dans des lieux encore plus lugubres que ça, hein. À mon avis, son manoir, ça va lui rappeler son taf. Attends, archéologue des ossements? Ouais, c'est un synonyme de nécromancien sans pouvoir magique ça, non? Entrez. Bienvenue, simple mortel. Merci, bienvenue grand immortel. Elle est chouette la maison, dis donc. Oui, elle appartenait à un ancien roi. La légende raconte que quiconque rassemble ses reliques pourra le ramener à la vie. Ah oui, et c'était qui? Kerensk... Non, mais... Karask... Ouais, bon, tu sais quoi? Laissons là les oripeaux de l'ancienne religion, et si ça te dit, parlons de Dracarion. Ouais, carrément, et puis je commence à avoir un peu mal à la gorge. Alors, émission de ce soir en présence de Técriste, et on va naturellement aborder son royaume de prédilection, à savoir Carthège. Técriste, est-ce que tu peux commencer en nous disant quelques mots sur ta personne? Sur ma personne, en tout cas en tant que joueur, moi j'ai commencé avec Magic quand j'étais au collège. Ouais. Ensuite, c'était l'époque bénie où les éditeurs essayaient de surfer sur cette vague en sortant des trucs complètement barrés. Et à cette époque est sorti L5R. Alors ça a donné des trucs beaucoup plus monstrueux que ça, mais L5R c'était vachement sympa et du coup par la suite j'ai fait une assez longue disons carrière dans le compétitif à L5R. Ça doit représenter un truc genre 12 ou 13 ans à faire des tournois Waouh! Ah un oui, peu quand même. partout. Jusqu'à ce que FFG achète le jeu pour le tuer. Et du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec un petit peu de Star Wars, le LCG, donc celui de FFG justement, que FFG a laissé mourir dans la foulée, très vite. Et du coup, après, ben, on a découvert Seven Fallen avec Fred. Alors là, j'ai une grande. Fred, c'est mon partenaire de jeu sur L5R avant tout. Et ensuite, du coup, on s'est Mhm. retrouvé un peu sur Star Wars, et puis on s'est lancé en même temps sur Seven Fallen. Et c'était sympa comme tout. C'était le premier contact avec le travail de la petite bande qui nous propose Dracarion aujourd'hui. Et c'était bien sympa. J'ai fait tout. En fait, j'ai fait la période physique. Avant qu'on arrive, visiblement, il y avait eu pas mal de tournois en ligne. Mmh. Et Ouais. Pendant le voilà. confinement, ouais. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis arrivé juste après et c'était sympa comme tout. Bah, tu t'étais déjà illustré d'ailleurs, hein, sur Seven Fallen puisque ton nom était connu, de tes victimes et je crois que tu jouais déjà les morts-vivants à l'époque, non? Ouais, j'avais bien. En fait, j'aime quand il y a des factions très fermées comme là. J'aime bien en choisir une seule plutôt pour. Je trouve ça plus intéressant. J'aime bien l'idée De d'être. te concentrer sur. Ouais, c'est ça, d'avoir une petite limite, je trouve ça sympa. Et puis, mais c'est un truc qui a pas été trop vrai sur Seven Fallen, mais ça se voyait beaucoup à L5R. Il y avait un vrai esprit de clan avec des Mmh. décisions à prendre quand on gagnait des tournois et trucs comme ça. Et c'est un truc dont j'avais pris l'habitude. Et donc j'avais choisi, ouais, j'avais bien aimé ce que proposait Seven Fallen au niveau du lore sur la faction, disons, d'Ars Gothic, tu vois. Je trouvais que c'était assez sympa. Il y avait quand même des petites originalités. C'était bien. Et est-ce que justement tu as eu, en découvrant Dracarion, tu as hésité entre plusieurs factions ou tu t'es dit tout de suite non bah c'est bon, Carthège c'est pour moi? Alors c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, je m'étais dit, purée, j'en ai un peu marre des morts vivants, tu vois. Des morts vivants. Ouais, non, et c'est clair. D'autant plus que je sais que Oncle Chou leur voue une haine féroce et qu'ils vont finir, ils vont mal finir. Et donc au début, j'étais parti pour jouer Westlands, euh, juste Ah pour oui. changer en fait. Et en fait, j'ai vu arriver quelques spoils sur les Strigoi. Et ça m'a fait quand même envie de vivre un peu ce truc-là. Donc je suis reparti sur Carthège, un peu à mon corps défendant.
Est-ce que ce qui t'a donné envie de faire du cartage, c'est les spoils en tant que tels avec les caractéristiques des cartes, ou c'est les illustrations? Oh, juste les illustrations, ça m'aurait suffi, tu vois, l'histoire qui est racontée, Mmh. c'est ça que j'aime bien. Moi, je joue vraiment pour le côté narratif, ça me plaît bien que ça raconte quelque Ouais. chose d'intéressant, tu vois. Là, pour le coup, on est assez servi par l'équipe, hein, par la Oui, volonté de l'équipe et la volonté aussi que les tournois influencent le jeu, un peu comme L5R, si je dis pas de bêtises. mm, Tu vas peut-être retrouver des choses qui t'ont plu. ouais. Oh, mais écoute, on verra Donc bien. toi, tu seras un joueur plutôt compétitif, mais pour qui le lore a une grosse importance dans l'état d'esprit du jeu. J'aimerais ton retour sur ce tournoi, du coup, sur le dernier tournoi qui vient de se dérouler sur le Discord. Est-ce que tu peux me faire un retour sur ton tournoi de manière générale, savoir comment ça s'est passé, les royaumes que tu as apprécié affronter, ceux avec qui tu as trouvé que c'était un peu plus simple ou d'autres peut-être plus compliqués, pas forcément le joueur, mais également le royaume. Et ensuite, on abordera en détail les manœuvres que tu as jouées et les cartes que tu as préférées du coup et qui t'ont vraiment servi. Ça marche. Alors, bah, le tournoi, c'était un peu particulier parce que d'entrée de jeu, les spoils, enfin, les spoils, c'est un outil de communication pour Dracarion, ils n'avaient pas vraiment vocation à produire un environnement équilibré. Et donc bon, on a fait ce tournoi. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié faire ce tournoi, c'était très sympa. Mais c'est sûr que en termes de deck build, c'était un petit peu particulier et il y avait un équilibre un peu spécial. Typiquement, Lockmar Carthage, c'était très compliqué. Parce que je rappelle que tu as fini deuxième du tournoi quand même, justement, contre QT et contre Lokmar. Moi, j'avais pas trouvé de solution contre Lockmar. Voilà, je sais pas. Janter a fait un bon run aussi, hein, il a été assez loin. Je sais pas si lui, il avait des solutions dans sa besace contre Lockmar, mais moi, je, je n'ai pas trouvé. C'était un peu trop dur. Mais voilà, je pense. Enfin bon, j'accuse les spoils, voilà. Mais c'était normal. Je pense que c'est normal. L'accusation est fondée. Voilà. Mais Gilles Estelle, c'était un peu dur aussi. Euh, Après les autres, je saurais pas trop dire parce que j'ai pas très bien compris les matchs que j'ai fait contre. En fait, j'ai pas beaucoup joué contre. J'ai joué que pendant le D'accord. tournoi et donc je serais moins catégorique sur les difficultés qu'imposent ces royaumes-là. Sur les autres royaumes. Est-ce que justement avec ces spoils que tu as eu pour Carthage, est-ce que la construction de ton deck t'a paru simple ou est-ce que tu as eu des dilemmes où tu t'es dit ah mon dieu mais alors est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça, parce que il n'y avait pas non plus beaucoup de spoils, mais il y en avait quelques-uns qui permettaient de réfléchir. Est-ce qu'il y a des cartes dans ton deck où tu t'es dit dans ton deck pour l'instant de deck de jeu pur où tu t'es dit ah ça il faut vraiment que je le mette, c'est très fort, ça finalement j'y croyais, bah en fait pas tant. Comment t'as abordé ça? Ça a été assez simple parce que j'ai mis les 50 meilleures cartes. Comme les cartes, je les analyse pas du tout à la même puissance pour le moment. Après, la puissance d'une carte, ça dépend des synergies qu'elle propose. Par exemple, Mira, la nécromancienne, personnellement, je la trouve catastrophique. Mais bien clairement, elle est faite pour être jouée avec certaines choses qui peut-être manquent pour le moment. Mais du coup, j'ai mis les 50 meilleures cartes et c'était facile parce que entre la numéro 50 et la numéro 51, il y avait déjà un énorme gap. Il y avait un énorme écart, quoi. Donc c'était pas. Après, il y avait quelques questions sur certaines cartes spécifiques parce que Dracarion est quand même pas si simple que ça à analyser. C'est un des bons côtés du jeu, c'est que tout est quand même assez complexe et il y a des ramifications et des choses qui n'ont pas forcément de réponse en fait. Il y a des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Et je pense par exemple un cas très intéressant, c'est son nom m'échappe, mais c'est Monsieur 406, le squelette, comment il s'appelle, le faucheur de vie, voilà. Donc c'est pour 3, 4 en attaque, 0 en riposte, 6 points de vie et pas de bouclier en face de lui. Super intéressant. Et donc lui, par exemple, savoir s'il était dans le deck ou s'il était dehors, c'était une vraie question. Mais j'ai fait quelques tests avant le tournoi contre Lockmar, comme ça, en solo, quoi. Et il n'y avait pas de débat, il était dehors. Pour moi, après Oui, test, parce que enfin, tu t'es vraiment bien concentré sur Lokmar quand même, hein. ah ouais, C'est je vais jouer que c'est vrai contre que Lockmar. J'ai dû faire 10 parties de test contre Lockmar, une partie de test contre Gilles Estelle. Et je crois que j'ai fait une partie de test contre Tiraslin pour voir, pour lire les cartes 2 minutes. Mais c'est tout, quoi. Mais Lockmar, oui, j'ai essayé contre Lockmar. Et donc du coup ce faucheur de vie, tu l'as éliminé complètement du deck parce que pour toi c'était pas viable contre Lokmar. Parce Ouais, qu'il c'est n'a ça. pas de riposte.
C'est cette Oui, mission-là qui t'a gêné et en plus Locmar ne joue pas de bouclier. en plus, oui, c'est vrai que typiquement, si j'avais identifié Tiraslin comme le danger du tournoi, si je peux dire, Mmh. j'aurais essayé contre Tiraslin et si ça se trouve, j'aurais trouvé plus d'usage. Mais en fait, assez rapidement, j'ai trouvé il était difficile à poser, en fait, tout simplement. Il te mettait dans une situation compliquée. Malgré son intérêt possible, parce que voilà, lui, c'est un cas intéressant, parce que il est possiblement Alors, fort. Voilà. justement, parce que pour 3, parce qu'il coûte 3, Ouais. qu'est-ce que tu préférerais jouer que ça? Qu'est-ce que tu as préféré mettre pour 3 que cette carte-là? Et bah du coup, le Strigoi, l'orphelin par exemple, lui il est Mmh. 3-2, 5 pour 3, et il a une capa, il a deux capas en fait, qui sont pas du tout des capas de décoration. Il est infiltrateur, ce qui est très fort, il faut le dire. Le côté défensif d'infiltrateur doit pas être négligé, bon même si j'ai joué un deck qui avait pas de ligne arrière, donc en même temps, bon, le côté défensif infiltrateur, ça on pourra passer, mais voilà, il est infiltrateur, ce qui est intéressant. Et en plus, il gagne un point de vie quand il achève quelqu'un en attaque. Maintenant, quand il achève quelqu'un tout court, d'ailleurs, je crois que ça marche aussi en défense. Oui, Oui, un détruit oui. un autre, ouais. Ouais, donc du coup, lui, il est plus facile à jouer en fait, parce qu'il va poser des problèmes. Il fera toujours ses deux petits dégâts en riposte. Il peut pas se faire sauter dessus direct, gratuitement, quoi. Donc j'ai préféré ça. Alors il y a aussi une autre carte, maintenant que j'y réfléchis, euh, qui est rentrée et sortie quand même, c'est Relève-toi encore, qui redresse un Ah squelette. bon? Oui. Elle Et est ressortie? Waouh! elle est rentrée et sortie. Et pourquoi elle est sortie? Parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait pas la faire sur le cavalier d'année, parce que cette abominable créature coûte 4. Et le fait de ne pas Oui. pouvoir redresser, le fait de ne pas pouvoir redresser le cavalier d'année avec, ça la rend très très difficile à jouer quand même, pour le moment. Après, Mais ça tu as va plein s'améliorer. d'autres cibles que le cavalier d'année Bah, sur cette carte-là. oui, mais le cavalier d'année, ce qui est bien, c'est que lui, il est toujours là. C'est-à-dire que tu te le fais tuer, mais tu peux le ramener quand tu veux. Donc, tu peux jouer un paquet avec beaucoup d'événements, beaucoup de petites bêtes, tout ce que tu veux. Quand tu auras besoin, tu pourras sortir le cavalier. Donc, lui, il est toujours là. Et qu'est-ce que tu risques d'avoir comme cible? Bah, les petites bestioles qui tapent à 3 et qui ont 4 points de vie et un seul de riposte, elles risquent d'être mortes avant de pouvoir être relevées. Donc ça marche pas super bien. Et un peu plus cher, comment ça s'appelle? Il y a le recruteur qui est Mhm. bien, mais voilà, ça fait une créature, un Alors moi bonhomme. je pensais à une autre carte, je pensais Ouais. au compagnon macabre. Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis Qui est infiltrateur, intercepteur, et qui, plus il reste en jeu, plus il va avoir d'attaque. Et je trouve d'accord. qu'une carte comme ça, qui peut infiltrer et intercepter, pouvoir la redresser, te permet de te rajouter une défense ou une attaque. Alors il a 6 points de vie, c'est quand même dur à tomber. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Ouais, non mais c'est vrai, non mais c'est pas du tout une mauvaise carte. Mais en fait, elle est ressortie, en fait, mais c'est un côté, c'est un peu ma façon de voir les choses. Moi, j'aime pas perdre une partie parce que mon deck m'a lâché, tu vois. Et ça m'arrive assez peu finalement. Et une de mes façons de pas faire ça, c'est de pas mettre ce genre de carte. Parce que bah, le jour où tu as sur la table un champion ressuscité et un cavalier d'année, ce qui est pas un jour très lointain quand même, parce qu'ils sont là dès le début quand même, hein. Je veux dire, Oui, voilà. quand ils jouent Cartège. Et que tu as ça en main, bah, c'est une carte qui fait rien. Euh, Mm. parce que tu peux C'est pas une la carte morte. une carte morte. Si le cavalier d'année avait pu la jouer, ça serait une excellente carte. Tu vois, par exemple, c'est le contraire avec les petits événements de combat qui demandent d'avoir un squelette. Par exemple, Triste Murmure. Tu vois, il faut un combattant squelette. Et ben, le cavalier d'année pourra toujours le faire. Parce que le Mm. cavalier d'année sera toujours là en fait. Si tu as besoin d'un squelette, ça m'est déjà arrivé dans une partie d'avoir par exemple un Strigoi en main et de dire mince, je peux pas jouer mon Triste Murmure, mais du coup je ressors un cavalier de la défausse et là je peux jouer mon Triste Murmure en combat. Tu vois, il y a une stabilité totale. Je peux pas ne pas jouer ça, alors que l'autre, bah, pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle est ressortie. Et il y a une autre carte j'aurais voulu qu'on en discute parce que j'ai vu que tu l'avais joué justement pendant la finale. C'est le domestique masqué.
Parce Ah que par oui, rapport à alors ce que tu ça, viens de me dire, ce domestique, il a une capacité particulière il a n'importe quel trait, où qu'il soit. Ça veut dire que tu peux l'associer avec n'importe quoi à n'importe quel moment et que ça va être rentable. Donc quand je t'ai vu le jouer, j'étais plutôt content. Déjà parce qu'il est magnifique, c'est vrai. mais voilà. Pourquoi tu l'as intégré? Il y a quoi? Comment t'as pensé ton deck au moment où tu l'as mis pour la finale? Bah, en fait, j'étais content de jouer un peu d'autres trucs que ce que j'avais fait avant. Parce que j'avais joué à peu près tout le temps le même deck, j'avais eu très peu de variations. Juste l'introduction, j'ai mis la monture en fait quand elle est arrivée, quand elle a été Oui. spoil. Là, je me suis dit, bah, il y a des nouvelles cartes, pourquoi pas. On va essayer de jouer avec. Et il y avait cette petite combinaison, du coup, le fait que tu peux aller le chercher avec l'amante de la mort. Hmm. Je trouvais ça sympa de mettre l'amante de la mort et d'aller chercher le domestique avec. Et éventuellement, elle soigne le domestique aussi, du coup. Donc, Oui. ça peut être une affaire qui marche. Et j'avais envie de jouer ça. Euh, voilà, c'est pour ça. Mais c'était pas vraiment testé et ça va pas très. Et typiquement, enfin, bah, c'est exactement ce que je disais. J'aime pas quand mon deck me lâche. Et par exemple, là, au deuxième tour, bah, j'avais en main deux recruteurs d'endormi et un domestique, c'est-à-dire que des 3-2-5 pour 3, alors qu'il y avait un Azazel en face. Et bah, j'étais pas très content de moi, tu vois. Et sachant que j'ai pioché l'amende de la mort au troisième tour, c'est-à-dire le tour où j'ai perdu. Donc, Mais là, je pense pas vraiment qu'on puisse dire que ton deck t'a lâché. Il faut dire Azazel, quoi. Voilà. oui, il y a de Un ça. peu. Mais après, il faut pas trop exagérer parce que du coup j'ai fait 2 matchs contre QT en Lockmar et j'ai fait un match contre Gilles par exemple, Hmm. contre Galus en poule. Et c'était des matchs qui étaient un peu close quand même. Enfin, bon, la finale était peut-être pas si close que ça. Mais il y avait, je pense que j'aurais pu mieux jouer et avoir plus de chance. Et je pense que peut-être aussi mieux deck buildé, tu vois. Enfin, je pense que c'était pas. Je pense qu'il n'y a pas d'absolu quoi là-dessus. Après, bon, on verra. Et d'ailleurs, bah alors, toujours en parlant de deck build, tu as parlé tout à l'heure de la monture sinistre, donc Hmm. une des dernières cartes qui avait été révélée pour le tournoi, l'attachement Carthège. Est-ce que tu en es content de cette carte? Est-ce qu'elle te paraît forte, intéressante? Moi j'aime bien ce genre de truc, ce genre de carte parce que c'est une carte que j'ai abordée en 3 temps. Premier temps, je me suis dit chouette, ça j'ai envie de le jouer, tu vois. Quand tu lis la carte, elle fait 2 points de vie, tu dis waouh, 2 points de vie c'est trop cool, tu vois tout de suite quand est-ce que ça va te servir. Tu dis par exemple, bah voilà, moi tout de suite je me suis dit tiens, je vais mettre 2 points de vie à mon champion ressuscité, mon bonhomme préféré. Et avec ça, il va claquer des bouches et ça va être très bien. Et, et après, j'ai fait donc passer l'enthousiasme. En plus, le dessin est sympa et tout. Passer l'enthousiasme. En plus, on a des attachements et tout. Enfin, c'est tout neuf. Passer l'enthousiasme. Donc après, j'ai analysé un peu mieux la carte. J'ai commencé à la poncer un peu quoi. Si tu la poses sur un champion ressuscité, bah en fait, t'as payé 5 et 2 cartes pour un 4-3-8. 5 et 2 cartes pour un 4-3-8, en vrai, c'est pas génial, quoi. Voire, c'est même nettement mauvais finalement. Et donc, j'ai eu une deuxième phase où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je joue ce truc? Ça sert complètement à rien. En termes de value, ça n'apporte rien en fait. Tu pourrais ne rien jouer, c'est pareil. Et après, j'en suis revenu parce que, en fait, la Son capacité. deuxième effet? Ouais. Alors, il y a aussi ça. Mais c'est surtout finalement la capacité de gêner le plan adverse. C'est-à-dire l'adversaire, par exemple, tu vois, tu as ton champion ressuscité, typiquement, mon bonhomme préféré de l'univers. L'adversaire l'attaque pour le mettre à 1 point de vie, par exemple, et il a de quoi l'achever de manière gratuite. Tu vois, une épine, ou il joue Lockmar, par exemple, Lockmar, il secoue les mains, il fait 1 point de dégâts. Donc là, tu mets ta monture sur ton champion ressuscité, tu lui redonnes 2 points de vie et rend les calculs de l'adversaire compliqués, quoi, d'un coup. Oui, pour un d'or, tu rechanges tout le plan adverse. Ouais. En fait, du coup, là, je pense qu'on tient une carte quand même qui a de l'intérêt. Euh, et c'est bien, ça montre bien la profondeur de Dracarion, hein, les difficultés à analyser la force des cartes, ça c'est vachement intéressant. Je pense que c'est vachement intéressant. Et effectivement, la réaction qui fait marcher la mécanique Carthège de te récompenser par rapport à ta défausse, elle est pas négligeable. Elle est quand même un peu limitée, puisque tu fais qu'une carte avec. Mais c'est pas du tout à négliger. Il y a pas mal de parties que j'ai gagnées
parce que par hasard, notamment, un guerrier inlassable avait été mis en défausse. Ça, Mmh. quand un guerrier inlassable est mis en défausse, t'as un feu d'artifice au-dessus de la tête. C'est la fête aujourd'hui. On peut faire des plays assez dingues avec ce genre de truc. Ça m'est arrivé de faire cité au T1 et cité au T2 et cité au T3, quoi. Enfin, de sortir un guerrier inlassable du cimetière au T1, au T2 et au T3. Euh, et ça fait une value de dingue, forcément. Mais après, c'est quand tout se passe très bien. J'aimerais revenir sur, une assertion que tu as faite concernant Mira que tu aimes pas. Mm. Tu as dit: «Elle est assez, catastrophique», je crois que c'est le terme que tu as employé. Ouais, c'est ça. Il J'aime pas trop bien. il me semble que Mira possède une sorte de magnétisme auprès des joueurs qui, au contraire, la considèrent alors bien, déjà, je pense plus enfin, pour son illustration, j'imagine, mais c'est un petit peu quand même la carte, centrale de mécanique autour du guerrier inlassable. Donc quand tu dis qu'elle est catastrophique, c'est-à-dire que tu ne t'appuies pas sur le guerrier inlassable ou c'est autre chose? Ah non, non, le guerrier inlassable est très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Mais Mira, non, actuellement, là, je pense que c'est juste pas jouable. Alors après, non, mais déjà, peut-être qu'il y aura du support nécromancien. Ce qui peut être super intéressant. Par exemple, tu sors un bonhomme qui a plus 1 en riposte quand tu as un nécromancien sur la table. Tu vois, déjà, d'un coup, ça change beaucoup de choses. Donc il y aura peut-être Mmh. quelque chose comme ça. Ou je sais pas, enfin je dis ça, je veux pas mettre la pression au design. Oh, Euh, je crois qu'il résiste Joli. assez bien à la pression, le designer. mais il peut tout à fait sortir des choses qui vont donner de l'intérêt à Mira. Euh, le problème, c'est qu'en fait, Mira, actuellement, c'est une carte dont tu peux pas dire qu'elle est très forte. Je pense pas qu'on puisse le dire. Tu vois, c'est pas comme le bloc d'énergie. Je pense que le bon sens, si tu Oui, mets bien le sûr. bloc d'énergie et Mira à côté, je pense que tout le monde choisira le paquet de lessive de marque Bonux, quoi. Tu vois, Ah bah, je c'est suis pas assez clair. d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Enfin après, je suis pas d'accord à toute mesure gardée, parce que je joue pas vraiment Carthage. Mais pour moi, Mira, déjà, elle coûte que 3. En soi, je trouve pas ça énorme parce que j'ai l'habitude de jouer au Westland, alors les machins qui coûtent un bras, voilà. Mais Mira ne coûte que 3. Et surtout, quand elle arrive, elle ramène tout de suite un perso sur table qui lui coûte 1. C'est-à-dire que pour 3, on a 2 personnages sur table. Ce qui pour moi est quelque chose d'intéressant en Carthage, c'est-à-dire que ça te ramène un perso justement avant d'éviter de te faire pourrir ta ligne ou de perdre ta partie. Je trouve que pour 3, avoir 2 personnages sur table et donc des statistiques supplémentaires, c'est-à-dire que au lieu d'avoir juste une 1, 2, 4, bah, tu as une 1, 2, 4 et un 2, 1, 1 en plus là qui attend. Et Mira, plus elle va rester, plus elle va pouvoir faire son effet. Donc je la considère pas aussi mauvaise que ce que tu dis. J'ai l'impression qu'elle peut faire justement d'autres choses et que ça permet de rajouter une petite pression à l'adversaire en disant bon, j'ai un petit guerrier inlassable, certes c'est rien du tout, mais si je le gère pas, le machin il va venir me coller deux. D'autant que Mira, comme elle est forte sur la durée, les gens ont très vite envie de la buter. Donc c'est une cible, donc ça veut dire que ça relâche la pression sur les autres cartes que tu as. Et elle a 4 points de vie. Faut aller la chercher. Ouais, alors, si tu regardes bien, du coup, pour 3, qu'est-ce que tu payes? Bah, tu payes finalement 3 d'attaque. Même pas, parce que dans l'attaque, tu t'en serviras jamais, quoi. Son point Mhm. d'attaque, pourrait être 0, ça marcherait pas. Mais tu vas avoir 5 points de vie sur 2 cartes, etc. Parce que si tu analyses vraiment, en tout cas, moi je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est pas ouf. C'est pas, on peut penser que c'est pas mauvais. Moi je suis d'accord. Je pense pas que ce soit mauvais en soi. Mais mon problème, c'est surtout que les possibilités d'annuler complètement ce qu'elle fait, juste déjà triste, non, enfin les traîtres cupides. Hmm. Le cartège fait Mira au tour 1, tu fais traître cupide au tour 2, je pense que tu as gagné. Enfin, si tu vois à niveau égal, si ça se passe correctement, je pense que le Carthage vient d'investir 3 pour rien, en fait. C'est un peu dur. Alors encore plus avec rencontre secrète, là, c'est mort, quoi. Enfin, je veux dire, là, t'as investi 3 pour essayer de faire marcher une mécanique que tu toucheras jamais et elle marchera au tour 5, quoi, Tamira. Donc, bon. Là, actuellement, c'est un peu trop de risques, je pense. C'est un peu trop de risques. Ok. Mais ça se discute vachement. Son avantage, c'est qu'elle stabilise le fait d'avoir les 3 guerriers à la sable autour 1. Ça c'est pas du tout négligeable. Il y a aussi un truc, c'est que elle est difficile à protéger finalement parce que les événements marchent pas trop avec elle. Elle a juste la danse avec la mort Ouais, justement. ouais, parce qu'elle est que nécromancienne, elle est pas squelette.
Ouais, elle est que nécromancienne, et ça, pour le moment, c'est un gros paramètre. Mais avec plus de cartes dans le deck build, plus de cartes dans l'environnement, peut-être qu'il y aura des choses à jouer avec elle. J'avais une autre question sur une autre carte. L'étranger, tu te rappelles celui qui ramène un Ouais. perso adverse chez toi. Ce genre de carte, je trouve que c'est toujours un peu un pari parce que ça dépend de ce que joue l'adversaire. Je voulais savoir quelle analyse t'en faisais, toi. Alors là, je l'ai joué pas mal, en 1, en 2, en 3 ou en 4 exemplaires, parce que les autres royaumes ont eu des cartes fumées, donc du coup, spoil. Donc, du coup, je me disais que j'allais peut-être en profiter. Un des autres intérêts, c'est qu'il est nommé, et donc tu peux aller le chercher quand on te fait justement la rencontre secrète. Parce que comme je joue pas Mira et que je joue qu'un seul exemplaire de Necros, si Necros est dans la défausse ou dans la main, ben, j'ai pas d'autres nommés. Donc l'étranger, il fait ça. Et, euh, et il est assez ok par ailleurs. Il est assez ok. Il faut pas hésiter à l'installer devant, parce que le fait de de le mettre sous le deck pour gagner un, par rapport à juste encaisser et mettre un point de dégâts en riposte, c'est pas du tout. Enfin, les deux sont à peu près équivalents, je pense. Mais non, je pense qu'il est bien, l'étranger. C'est quoi si t'as un souvenir de bonnes cartes que t'as ramené grâce à lui? Là où l'étranger est le plus fort, c'est contre Carthage. Parce que tu peux faire des trucs de fou, genre piquer les guerriers inlassables du mec et les mecs derrière toi, derrière la ligne, pour l'empêcher d'y toucher. Donc, par exemple, Ouais. alors, typiquement, tu joues contre Carthage, le gars sort une Mira, et après tu lui voles son guerrier inlassable, tu le mets derrière. Bah, il faut qu'il aille tuer lui-même son guerrier inlassable derrière, sachant que tu as 12 milliards d'infiltrateurs, avant de pouvoir rejouer avec sa Mira, quoi. Mhm. Donc ça, c'est un bon play. Mais sinon, C'est drôle. tout simplement aller chercher un champion ressuscité contre Carthage, c'est très bien, ça marche bien. Et après, je m'en suis pas beaucoup servi en vrai. Dans le D'accord. tournoi, je me souviens plus trop. Si j'ai été chercher un petit bonhomme à Gilles Estelle une fois. Parce que les bonhommes de Gilles Estelle, c'est des magiciens d'académie, mais ils ont pas une cour de récréation, ils ont une cour de prison, ils font des pompes, tu sais. Euh, Ils sont assez Ils ont des beaux costauds. body, ouais. Ils sont Ouais, c'est assez clair. costauds, donc tu es assez content de récupérer n'importe quel bonhomme de Gilles Estelle avec l'étranger. En général, c'est assez rentable. Ça fait plusieurs fois que tu parles comme justification d'une carte de la rencontre secrète. Tu l'as beaucoup vu jouer? Non, pas tant que ça. Je m'attendais à la manger à chaque match. Et en fait, je sais pas si c'est toi qui m'en as fait une. C'est toi non qui m'en a fait une. Je sais plus. Je crois que c'est Oshi. Je me rappelle plus. Ouais. Mais oui, rencontre secrète, je pense que c'est une très bonne carte. En particulier en Lokmar, forcément. Je veux dire, bon, pour des raisons assez évidentes. Donc je pense que c'est une très bonne carte. Après, il y a un malentendu sur rencontre secrète. Je pense que c'est pas une carte que tu vas jouer au premier tour, parce que Mhm. le fait de donner quelque chose à ton adversaire, mais c'est une carte qui peut finir une partie très très bien, quoi. Ok. Et par ailleurs, actuellement, ça semble être un méta cartège assez fort. Puisque tu attends que le cartège ait mis les deux squelettes sous le deck, et puis tu fais rencontre secrète, et puis voilà. Tu nous as parlé du fait que tu t'es entraîné contre Lokmar et que tu as fait 10 matchs test. Mm. Ma première question méthode, c'était comment est-ce que tu abordes, comment tu te prépares à un tournoi? Alors là, tu as répondu à la question, mais spécifiquement pour ce tournoi-là. Mais si je prends ta carrière de joueur, on va dire, un peu plus large que juste Dracarion, avant un tournoi, qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner, tester ton deck? Comment tu t'y prends? En fait, je regarde, j'analyse un petit peu ce qu'il y a, et j'essaye de deviner quel est le deck le plus fort. Mhm. Donc ouais, là, voilà, Lockmar, quoi. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Par rapport pour plein de raisons, mais disons que si tu regardes ce qui a été, c'est les spoils qui rendaient l'analyse facile en fait, parce que pour les spoils étaient Oui. pas très équilibrés. Oui. Euh, et du coup, une fois que j'ai fait ça, j'essaye de construire quelque chose qui va permettre de faire un peu du judo par rapport à ce deck que je perçois très dominant. Et une fois que j'ai stabilisé contre le deck que je perçois dominant, je regarde si au passage, est-ce que par hasard je gère pas le reste de l'environnement. Et si c'est pas le cas, j'essaie d'inclure, de modifier un peu la recette pour, euh, pour pouvoir gérer le reste de l'environnement. Quand tu as un deck en tête, qui, je sais pas, tu as fait une partie contre Lokmar, admettons tu la gagnes. Ça Tu n'est vas pas dire, bon, arrivé. bah, une partie,
Bon, c'est une hypothèse. Tu vas te dire quoi? Bon, j'ai fait une partie, j'ai gagné, j'ai peut-être eu un bon tirage. Tu vas faire combien de parties avant de te dire: «Là, faut que je change une carte»? Tu vois ce que Alors, je veux dire? si pour un vrai tournoi, je peux en faire 40. Mais je l'ai fait assez vite en fait. Donc Et voilà, c'est au bout de deux trois parties ou une partie, tu te dis: «Non, ça vraiment, ça sert à rien», tu la alors, vires. il y a des trucs. Quand j'ai un feeling horrible avec une carte, tu vois, par exemple, typiquement le petit bonhomme dont on parlait tout à l'heure, là, le faucheur, qui est 4-0-6 avec 0 en riposte. Mmh. Là. Ouais. Quand je le sens et que ça m'arrache le cœur de le sortir, tu vois. Quand je l'ai dans la main et que c'est horrible, je vais Ouais. pas, en général, je reste pas trop longtemps quand même sur une hypothèse. Quoi. C'est pas, si je vois que ça va pas du tout. Mais quand j'ai l'impression que ça marche, par contre, je joue beaucoup le deck à blanc pour vraiment vérifier que je fais pas de bêtises. Je te posais la question parce que j'avais fait un édito il y a quelque temps, dans lequel je disais, que justement, à force de jouer les starters, on avait été dans un environnement qui était contraint, où c'était fixe. C'était avant les spoils, hein, et où je trouvais que, bah, en faisant des parties, on apprenait à jouer avec les starters, en fait. Et où je m'étais rendu compte que moi-même, dans mon ancienne vie de joueur, heu, j'avais tendance à vite changer des cartes quand je faisais des tests. Peut-être trop vite, alors que je savais pas encore jouer le deck. Et Mm. voilà, c'est pour ça que je te pose la question par curiosité, en Ouais. fait. Ouais, non, c'est vachement intéressant et tout à fait. Il y a vraiment un problème. En fait, on peut tout à fait passer à côté d'une bonne idée un peu vite en changeant tout le temps les conditions de test, en fait. Il vaut mieux essayer de persister un petit peu. Et puis regardez, quand je fais des parties de test, bah après à Dracarion ça s'y prête tout à fait parce que c'est un jeu très cérébral, donc on réfléchit beaucoup. Mais j'essaie d'aller au bout des idées, de revenir un peu en arrière, de me dire ah si j'avais joué ça différemment, est-ce que la carte qui m'a fait perdre finalement elle aurait pas pu me faire gagner à la place, tu vois. Mmh. Et je pense que ça c'est intéressant à faire. Et c'est pour ça que les tests en solo sont pas mal parce que tu peux faire ça sans casser les pieds de ton partenaire de test. Parce que bon, les rollbacks, et au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Quoi. On est quand même là pour s'amuser. Alors comment tu fais un test solo, tu peux nous dire? Donc, j'installe mon chien, forcément, il y a toujours mon chien à côté. Là, c'est vrai, c'est l'ingrédient indispensable. Non, et puis j'ai construit le deck et bah, je lance la partie. Après, en général, l'antagoniste, je lui fais une bonne sortie, c'est-à-dire que si c'est nul, D'accord. je me dis ah tiens, je vais aller chercher ça, bah, c'est n'importe quoi. Ouais, Aïe, aïe. OK. Donc du coup, après cette petite explication de cartes, quelle est pour toi la main idéale que tu puisses avoir avec ton deck sur les 6 cartes de base? Qu'est-ce que tu cherches à avoir pour te dire c'est bon, là je suis pas mal dans ma partie? Alors le premier truc, c'est que comme je ne joue pas Mirror, pour moi c'est extrêmement rentable de piocher de quoi assurer l'arrivée du guerrier inlassable, enfin de 3 guerriers inlassables au total. Donc le premier truc que je fais, c'est que je mulligan tout ce qui ne permet pas d'avoir un guerrier inlassable. C'est facile dans mon deck, il y a juste le recruteur d'endormi et le guerrier inlassable lui-même. Si j'arrive par hasard à assurer Enfin, si j'arrive à assurer l'utilisation de la cité pour faire apparaître un guerrier inlassable au premier tour, c'est tout bénéfice pour moi puisque je n'ai pas investi dessus, donc du coup, j'ai pas investi dans une Mira, donc ça sera intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça occupe 2 cartes de la main. Ensuite, il va falloir, dont une souvent coûte 3 parce que ça sera souvent recruté en endormi. Ensuite, il va me rester un peu de ressources à dépenser, donc de quoi dépenser ces ressources. Probablement une bonne bête, genre un champion ressuscité, un Strigoi. Par exemple, Ça, le champion ressuscité dont je suis un très grand fan. Ou simplement un intercepteur. Il y a des parties où un intercepteur est plus intéressant que d'autres. Donc il va falloir ça. Ensuite, j'aime beaucoup avoir une sortie de terre imprévue au premier tour. C'est un événement qui permet d'attaquer qui on veut en étant implacable, y compris derrière. On peut attaquer sur la ligne de soutien adverse. Euh, il me semble même qu'on peut le faire depuis la ligne de soutien. D'ailleurs, si on veut, on peut poser quelqu'un derrière et s'en sert pour attaquer derrière. Ça fait vraiment une mission Oui, d'infiltration c'est vrai. totale. Donc on peut faire des plays assez rigolos. Et au tout premier tour, ça permet de gérer des problèmes intéressants. Au premier tour, il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'on commence avec 3 bonhommes en général, et voire 4 pour Tiracine. Et comme il y aura beaucoup de monde, il y aura sûrement des obstructions, en fait, des tentatives de protection avec des intercepteurs, des choses comme ça. Et le fait de garantir un échange sur quelque chose d'un peu juteux,
Je trouve ça vachement intéressant. Et ensuite, du coup, une carte pour fausser un échange. Donc, une danse avec la mort ou un triste, je crois que c'est triste murmure. Oui. Et une autre carte, typiquement celui qui met -1 en point de vie, par exemple, parce que c'est toujours Voir sa mort en face. Ouais, voir sa mort en face, voilà. Ça fera, je Ok. pense, ça fait une belle main. Je pense que ça fait une belle main. Après, je dis ça, si j'avoue, l'analyse détaillée de cette question serait intéressante. Mais je ne l'ai pas faite puisque on ne choisit pas la main avec laquelle on commence. Donc du coup, c'est pas un travail effectué. Donc on doit pouvoir trouver mieux que ce que je viens de dire. Ok. Et alors, suite à ça, on a vu le deck, on a vu la main de départ. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant les manœuvres que tu as jouées dans ton deck, autant les tactiques que l'ravitaillement, nous faire le petit listing du coup de tes 8 manœuvres, et rapidement, pourquoi telle manœuvre et pas telle manœuvre. Alors, il y a un truc facile en cartège, c'est qu'on a un petit trio profanation intéressée, mélopée sinistre et des eaux encore utiles. Donc profanation intéressée va chercher un guerrier à la sable, le met dans la défausse. Les eaux encore utiles récupèrent un personnage squelette dans la défausse. Et, euh, et la mélopée te fait regarder les 3 premières cartes de ton deck, en choisir une et mettre les eaux dans la défausse. Les 3 génèrent énormément de value. C'est du, euh, Ah oui, c'est du genre entre l'or et la 8-3, pioche. 8-3 à chaque fois ou mieux. Euh, et, euh, et en plus, profanation intéressée active le guerrier à la sable. Donc ces 3-là, de toute façon, elles sont indiscutables. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que malgré ça, il y a quand même des cas où faire autre chose est mieux. Mhm. Et donc, Par exemple. typiquement, assaut par de sombres chemins est super intéressant parce que ça fait un point de dégâts. Donc s'il y a quelque chose à tuer avec, c'est souvent très rentable. Les stats sont bonnes parce qu'elle est 6-3 ensuite, donc en tenant compte du fait qu'on a viré une carte à l'autre, c'est tout à fait jouable. Et en plus, en bonus, on donne implacable à tous les personnages, euh, qui est pas du tout négligeable. Euh, donc ça, souvent je le joue avant, enfin, comment dire, je préfère jouer ça plutôt qu'une des 3 excellentes manœuvres de ravitaillement que j'ai citées, Mhm. parce que quand elle est quand elle est utile, elle est très bien, voilà, et très rentable. Ensuite, il y a le Nord éclos qui pourrait être là quasiment que à cause de Westlands pour tuer l'elfe qui est derrière en première manœuvre. Il y a un petit archer qui a Tu 2 trouves points de vie. plus intéressant de le tuer tour 1, justement, ce fameux archer, Ouais, et de te priver de gold, plutôt ouais. que de le laisser sur table. Oui, pour plein de raisons. Déjà, c'est plus simple, c'est quand même pas mal. On réfléchit moins. On réfléchit moins. Et quand même, Dracarion pose pas mal de petits problèmes de maths, donc avoir celui-là en moins dans la cervelle, c'est pas non plus, c'est pas gâché. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est au début, il y a beaucoup de personnages, ce que je disais tout à l'heure. Donc au début, c'est facile de défendre ce genre de, enfin, c'est plus facile de défendre ce genre de bonhomme. Et donc, il risque d'être rentable. Il risque de taper 2 fois notamment. Et s'il tape 2 fois, eh bien, ça sera trop rentable. Donc, du coup, je préfère le tuer. C'est une bonne sécurité. Après, si j'ai une sortie de terrain prévue, par exemple, et même en fait, même si j'ai une sortie de terrain prévue, j'ai peut-être préféré la garder pour pouvoir l'utiliser au bon moment ensuite. Donc, ouais, non, je le ferai, ouais, contre l'elfe celui-là. Alors Et attends, en... est-ce qu'on peut juste, parce Ouais, que, excuse-moi, est-ce qu'on peut juste continuer sur cette question-là? ouais, Tu préfères donc jouer le 6-2, tuer l'elfe plutôt que le laisser sur le board, ça j'ai ouais. compris. En revanche, le 6-2, ça c'est toi qui l'as joué. Le Westland, lui, il va jouer un truc qui ressemble à un 8-3 avec le temps propice à la récolte. Donc ça veut dire que tu as un déficit de 2 gold et d'une carte. Et pour autant, tu penses que c'est quand même intéressant d'ouvrir sur le Nord-Éclos. Bah, 2 gold et une carte, c'est exactement le prix de l'elfe. Donc, en fait, t'as pas de déficit. T'as même gagné du temps, en fait. Ça t'a bloqué. Bah écoute, oui, j'avais jamais réfléchi ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme là-dessus. D'accord. Ok. Euh, D'accord, d'accord. En fait, s'il y aurait un dilemme, si l'elfe ne valait pas son prix, c'est-à-dire si, même s'il coûte 2 et qu'il représente une carte, il est tellement nul que c'est pas intéressant. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, au début, ça peut ne pas être évident d'aller le chercher.
parce qu'il y a beaucoup de boards, il y a beaucoup de ressources, donc il est plus facile à défendre au début. Après, on va voir si ça se trouve. Si le méta tourne autour de decks qui sont très forcément centrés sur les nains avec très peu d'archers, euh, peut-être que en faisant ça, je peux pas investir suffisamment derrière pour tenir l'assaut des nains, quoi. Ça c'est possible. Ça pourrait arriver. Donc là, je changerais Oui, peut-être. oui, parce que oui. En 8-3, il te pose 2 nains à 4, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à assumer ça. Il faut arriver à assumer ça derrière. Donc ça, à voir à l'usage. Mais pour le moment, ça m'a pas déçu. D'accord. Et donc pour finir sur le tour des manœuvres, j'aime beaucoup les traîtres cupides. Pareil, en fait, c'est un peu le même principe que Assaut par de sombres chemins. C'est-à-dire Assaut par de sombres chemins, c'est 6-3. Les traîtres cupides, c'est 7-2. Donc on est quand même sur des grosses stats finalement. Et du coup, quand ça sert, c'est fort, quoi. Et en particulier, c'est très bien contre Gilles de coincer la cité, je trouve. Et Gilles est dans le méta, je pense qu'on peut pas le nier. Donc j'aime beaucoup. Et coincer la cité de Lokmar, c'est aussi très bien en vrai. Euh, Ça peut être la différence entre la victoire et la défaite. Et ça se complète ensuite avec l'ordre d'assassinat, parce que c'est hyper important d'avoir l'opportunité de coller 3 ou de flinguer un personnage, forcément. Ça fait gagner, ça permet de gagner une partie directement. Alors après, est-ce que c'est le plan en Carthège finalement? Ça se discute peut-être. Mais ça simplifie des problèmes de pouvoir finir la partie Est-ce dessus. que pour toi, l'ordre d'assassinat est auto-include? Même Ouais, question non, qu'affûtée. c'est ce que je disais. En Carthège, c'est peut-être pas forcément le cas parce que plutôt que d'assurer le fait de finir quand tu en as l'opportunité, tu peux te dire de manière raisonnable, je vais essayer juste d'être tout le temps un peu devant et m'occuper de tout le temps avancer mon truc. Et de toute façon, à la fin, j'aurai gagné, donc finalement, j'ai pas besoin de jouer des finisseurs comme Oui, ça. Donc en je vois ce que tu veux Carthège, dire. je pense que c'est pas forcément auto include. Mais il faut pas oublier qu'on peut jouer Carthège contre Carthège. Et là, du coup, pouvoir finir une partie en mirror, par exemple, ça c'est intéressant. Et il y a un autre truc, c'est que assassiner le bloc d'énergie, maintenant ça s'appelle le bloc d'énergie, assassiner le bloc d'énergie, ça peut être tout à fait intéressant. Et assassiner Azazel aussi, ça peut être tout à fait intéressant. Et rien que ça, Oui, oui, oui. Ouais. ça peut valoir le coup. Et Assassiner un bloc d'énergie, tu crois que ça vaut le coup quand même? Ouais. bah, il vaut 4 et souvent tu l'as pas touché au premier tour. Donc, s'il vaut 4 et que tu l'as pas touché, bah, en fait, tu as 4-2 et tu as enlevé 4 d'or et une carte à l'autre. Ouais, Donc, mais enfin, encore une fois, le bloc d'énergie, justement, celui du premier tour, il est gratuit, parce qu'il n'a pas été payé. Et sachant que Guilestel, justement, a des manœuvres qui te rapportent, un peu comme Carthège, énormément d'or, énormément de value. Donc là, tu prends le risque d'avoir que 6 or sur le tour. Guilestel, par contre, c'est pas Westland, quoi. Ils vont profiter d'avoir 8 d'or pour bien enfoncer le clou. Entre des personnages qui coûtent rien et des bodies assez costauds, j'ai peur que utiliser carrément un ordre d'assassinat sur un bloc d'énergie, ce soit compliqué. je pense que c'est assez ok, mais à voir. À voir. À voir à l'usage, effectivement. Mais ceci dit, toujours contre Gilles t'as aussi des persos horribles qui coûtent hyper cher que tu peux vouloir assassiner. Et par ailleurs, un argument en faveur de faire ce genre de play, c'est le sud éclos est pas du tout une mauvaise manœuvre, si je me souviens bien, si elle n'a pas changé depuis la dernière fois. Le choke là, oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu arrives à créer les conditions de rentabiliser correctement une tactique au tout début, tu peux tout à fait planter un sud éclos de l'autre. Euh, donc ça peut être une bonne raison de jouer, par exemple, un ordre d'assassinat qui est un tout petit peu douteux, quoi. Et là, je pense qu'on est vraiment dans le un tout petit peu douteux, hein. Parce que le bloc d'énergie qui disparaît, pour moi, ça vaut à peu près ce qui est écrit, quoi. Ça vaut à peu près c'est le fait d'avoir que 4-2. Il faut voir qu'une fois parce que une fois que tu t'es débarrassé de ça, ce qui reste du premier tour à l'autre, c'est un 3-2-5 et un 2-2-5, quoi. Euh, que tu as sans doute déjà tué depuis longtemps, en fait, de toute façon. Donc Oui, qui sont sûrement plus là. Hein. Oui. tu vas quand même te mettre finalement sans doute au niveau du board pas si mal, hein. Si tu n'as pas investi pour attaquer avant le bloc d'énergie.
Si tu investis avant pour l'attaquer et qu'il a déjà pris des Oui. coups, bah oui, il Oui. faut pas Faut faire ça. arrêter, faut On est pas d'accord. jouer, oui, bien sûr, c'est pas rentable. On est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est une constante, hein, je le dis parce que QT nous avait déjà expliqué ça, en termes de réflexion par rapport à Lokmar. Pareil, heu, la cible de l'ordre d'assassinat, il l'attaquait pas, donc je pense que tous les joueurs qui qui envisagent l'ordre d'assassinat devraient l'anticiper pour être sûr de ne pas perdre des ressources à l'affaiblir alors qu'ils vont la tuer, quoi. Donc c'est quand même, un ordre d'assassinat, ça s'anticipe, quoi. Oui, c'est ça, c'est une tactique, quoi. Tu prépares un peu ton coup. Et sinon, la dernière manœuvre que je joue, c'est la rencontre secrète pour aller chercher, comment elle s'appelle, Necros. Comme ça, j'en joue qu'un. Et quand on arrive au moment où il fait gagner, bah, je vais le chercher, je joue. Mhm. Quand t'arrives C'est tour 5, c'est intéressant, quoi. c'est T5 où il y a des trucs un peu originaux. C'était 5 où ça commence à être correct, mais souvent ça vaut pas encore le coup parce que les stats de Necros sont pas encore assez élevés. Et après, il faut regarder le board, quoi. Faut Bien regarder sûr, le bien sûr. board. Mais souvent, 6, 7, ça n'a quasiment jamais été déterminant parce que je crois même jamais dans le tournoi. Parce que juste le champion SUT gagne de la force en fait à partir de la quatrième, enfin du tour 5. Le compagnon macabre aussi devient gros. Et en fait, juste ça, c'est des. Et sortie de terrain prévue aussi change et tout ça. Donc, juste les autres cartes, finalement, suffisent à faire gagner sans Necros. Donc, peut-être que cette manœuvre-là et Necros pourraient aller voir ailleurs si j'y suis. Ça ferait de la place pour d'autres trucs. Est-ce que tu as été, surpris par des jeux de manœuvres adverses qui, soit en ouverture, soit en cours de jeu, t'ont mis en difficulté? Des jeux de manœuvre adverses, c'est une bonne question. Ah, j'ai trouvé que les gens s'étaient vachement détendus sur les récoltes. Tout le monde joue des récoltes. Je sais pas si. Alors Ouais. que moi, typiquement, je ne toucherai pas cette manœuvre, évidemment, parce que. Enfin, moi, je trouve que. Je trouve ça. Enfin, si tu veux gagner un tournoi, pour moi, jouer une manœuvre qui dit bah, si l'autre, il a pété un câble, il a mis sa récolte d'informations, t'as perdu. Euh, Oui, on est moi, d'accord. je fais pas mes tournois comme ça, mais du coup, là, tout le monde joue ça, donc ça m'a un peu étonné. Mais très bien, bien joué, les amis, ça s'est passé. Effectivement, moi, je joue pas la blanque, j'ai joué qu'en finale. Je sais même plus pourquoi j'ai mis dans la finale. Je crois parce que il y en a une autre qui sortait qui servait à rien. Je sais plus laquelle. Euh, j'ai sorti pendant la finale. Mais ouais, donc il y a ça, il y a la récolte qui m'a un peu surpris. Mais après, en relisant les manœuvres un peu partout, j'ai compris pourquoi les gens font ça. C'est vrai qu'il y a plein de clans où, en fait, t'as que ça. Ouais. Et où il manque un peu des choses qui ont peut-être pas encore été dévoilées. Les manœuvres de Westland m'ont surprise, parce que je les avais pas lues. Ah oui, Et, oui, faut te et du coup, j'ai rien compris à ce qui se passait. Je me souviens de ça. Je me souviens d'avoir rien compris. Parce qu'il se passait des trucs J'ai bizarres. j'ai vu un arbre tomber sur la gueule et puis Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais le plus spectaculaire, c'est j'ai essayé de finir un gars qui s'est soigné de 2. ah oui. Parce qu'il y a une manœuvre qui soigne de 2. Et du coup, je savais pas que je savais plus que ça existait. Et du coup, j'ai raté de manière spectaculaire un assassinat. Donc la version 3 de dégâts, quoi. J'ai raté ça parce que il y a eu un soin de 2 inopiné. Ce qui aurait pu me faire perdre. Heureusement que j'étais assez dominant sur le bord. Ben, merci pour toutes ces explications au niveau du deck, de la main et des manœuvres. Et maintenant, je pense que c'est le moment de passer au spoil. On va parler de l'actu de projet numéro 36, une actu de projet qui était spécialisée et centrée autour de Carthège. Et justement, qui de mieux que Tekris pour nous en parler? On a 3 cartes à aborder. La première et la plus intéressante, on va dire pour moi, parce que ça change un petit peu de l'ordinaire, c'est la nouvelle cité, qui est le manoir von Christen, je ne sais pas encore comment ça se prononce, si vous avez une idée. Ce manoir qui surplombe une partie de la cité de Carthège appartient à la comtesse Anastasia von Krixten, l'une des familles nobles qui composent le royaume. Chaque grande maison Strigoi a sa propre philosophie, sa façon d'appréhender la vie et la mort, ce qui crée des dissensions assez marquées entre les différents clans. Les von Kristen sont des hédonistes, seul le plaisir les intéresse, et quelle que soit sa forme. On raconte d'ailleurs que dans le manoir de la famille se déroulent des fêtes somptueuses, mêlant débauche et plaisir, et qui suscitent chez des habitants qui ne sont pas conviés un mélange de curiosité et d'inquiétude.
La comtesse, bien qu'influente, est également considérée comme une enfant gâtée. Pour assouvir ses pulsions, elle s'entoure d'humains, de ghouls, mais elle accueille également des strigoi errants, les traitant comme ses propres enfants assoiffés de sang. Madius, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cité? Alors, cette cité, toujours la même dans le sens où, en matière de manœuvre, ce sera 4 et 4, hein, 4 tactiques, 4 ravitaillements. Sinon, c'est effectivement le manoir Vord. Alors moi, je vais proposer Kringstein, banquet macabre. Il a deux traits, Strigoi et von Kringstein. Bref, on a compris. Il est une action. Inclinez cette cité, dépensez un or et détruisez l'un de vos personnages sans pour mettre en jeu un personnage errant ayant un coût de 1 ou moins de votre défausse en jeu. Alors évidemment, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un personnage errant? Ça c'est la première question que j'avais. La deuxième question que j'avais c'était est-ce que c'est value, sachant que le personnage ne coûte que 1 d'or ou moins? Mais voilà, c'était mes seules, les deux questions que j'avais eues en Alors, lisant la carte. actuellement, en personnage errant, on en a un, justement. Chez Carthège, on a l'orphelin égaré, donc le strigoi errant. Mhm. C'est le seul qu'on connaît, mais par contre, il ne coûte pas 1, il coûte 3. Non, voilà. Mais ça nous annonce un peu la suite des choses à venir. Técris, qu'est-ce que tu penses de cette cité? Alors là, c'est l'aventure, hein, parce pour le moment, elle marche pas, donc c'est facile. Il y a pas, Pour l'instant, c'est injouable. il y Voilà, a pas, merci. il y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas Elle comment sert dire. à quelle une table? Il y a, Si il vous y a avez un problème de table, c'est ça. Il y a que la moitié de son échange qui est possible, parce qu'on a que un personnage 100, on n'a pas de personnage errant qui coûte un ou moins. Euh, pour le moment, ça a l'air rentable, puisque visiblement les personnages 100, tu peux les vider de leur sang, justement. En tout cas, c'est le cas de l'amante de la mort. Donc une fois que tu l'auras bien vidé de son sang, tu te fais avoir envie de rentabiliser ce qu'il en reste pour mettre un errant, sans doute. Après, il faut voir ce que ça sera un errant qui coûte un ou moins. S'il a les stats du tyran, c'est-à-dire s'il est 2-2-2 pour 1 par exemple, ça semble une très bonne idée. Et par ailleurs, même si c'est pas forcément hyper rentable, avoir un peu de stabilité sur ce que tu as sur le board, en récupérant des choses à défausse quand tu en as besoin, ça peut être intéressant. Euh, Sachant que de toute façon, les cités ont pas l'obligation de faire des trucs de ouf pour être intéressantes, puisqu'elles peuvent servir à cycler des cartes. Même la cité Carthège actuellement qui défausse 2 cartes, par exemple. Il y a plein de situations où je m'en sers juste pas pour gagner le tempo, pour prendre l'initiative, pour faire un trade plus intéressant. Donc je pense que c'est intéressant comme spoil. À voir. Voilà. Et du coup, cette carte était accompagnée justement du domestique masqué, donc la fameuse ghoul qui a n'importe quel trait. Donc, c'est-à-dire que cette ghoul, on va pouvoir l'intégrer dans tout type de deck Carthège. Ouais, moi j'aime beaucoup le domestique masqué. Pour le moment, en tout cas, j'aime beaucoup. Ce qui est bien, c'est notamment il peut faire les cartes de combat des squelettes qui sont quand même vraiment bien. Il y a des très bonnes cartes de combat sur les squelettes, enfin de très bons événements de combat. Tout en faisant marcher les autres choses du jeu, donc je pense qu'il est très intéressant. On va voir après ce que ça donne. Mais là déjà, par exemple, l'association avec l'amante de la mort, que j'ai joué dans la finale un peu pour voir, quoi. Je pense que c'est pas mauvais, c'est pas trop nul. Donc ça promet du bien quand il y aura plus de choses. On peut peut-être noter que jusqu'à présent, sur les cartes qu'on connaît sur Darkarion, je trouve que les 5 royaumes jouent quand même avec les traits. Peut-être Logmar un peu moins, mais encore, ils ont quand même des conditions liées aux traits. Et donc, une carte comme ça me paraît assez fort dans un jeu qui semble mettre l'accent là-dessus, quoi. Ouais, moi j'avoue que l'idée de dire tiens, avec mon amande du sang, je vais chercher un domestique masqué qui est censé être Strigoi, et ensuite je le pose sur la table, et ensuite comme c'est un squelette, je te mets -2/-2. Moi c'est le genre de play, je trouve ça sympa, tu vois, je trouve que ça raconte une belle histoire. C'est ça. Après, comme il est au cimetière, bon, on va dire qu'il est Hélios. Du coup, mon squelette Hélios, il va prendre -1 de riposte. Voilà, il y a plein de petits tricks sympas à faire. Oui, c'est vrai, ça tient. Tu vois, par exemple, ça j'y avais pas pensé, c'est excellent. Oui, c'est ça, Helios, tout à fait, excellent. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est le genre de carte qui ouvre grandement les possibilités de build, quoi. Clairement. Oui, c'est pour ça que je disais qu'on peut l'intégrer un peu partout, en fait, et elle va toujours trouver sa place pour un coup de 3.
Elle a un body de 5, c'est respectable sur du cartège, et elle va pouvoir justement te permettre peut-être de faire des effets ou d'être la carte qui va te permettre de jouer une autre carte spécifiquement que tu n'aurais pas pu placer autrement, quoi. Alors après, ce qu'on risque de lui voir arriver, c'est que on jouera aucun perso que Azazel tue d'un coup. Ça, c'est possible que ça arrive. Ça- Oui. et du coup, on la jouera pas à cause de ça. Ça, c'est possible. Enfin, moi, j'envisage un univers où ça se passera comme ça. C'est tout à fait Oh. possible. Ah, ça me ferait mal quand même. J'envisage un monde où chaque royaume aurait la possibilité de gérer Azazel. Oui, voilà, non, mais on peut espérer ça. Mais le fait passivement d'avoir un deck qui résiste entièrement à Azazel, ça peut être intéressant dans l'état actuel de la méta, quoi, disons. Alors, donc parlons de cette carte qui nous a fait beaucoup parler avec Madius, la nouvelle manœuvre Cartège, proie et prédateur. Madius, je te laisse juste la présenter et je vais reprendre la parole juste après pour donner mon avis. Très bien, donc Proie Prédateur, c'est une manœuvre tactique 7-2. Elle a 3 traits, bataille, chasse, strigoi, et son effet de déploiement nous indique si vous contrôlez au moins un personnage strigoi, infligez un dégât à un personnage au front. Alors, moi, je suis très 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 mitigé avec cette manœuvre. Donc déjà, bon, certes, elle est belle, il y a des vampires, tout ça, c'est bien, c'est classe. 7 d'or, 2 de pioche, on va dire standard. Par contre, au niveau de l'effet, je suis assez déçu. Parce que déjà, elle a juste un effet de déploiement qui pour moi n'est pas assez fort en fait. Déjà, il faut contrôler un Strigoi pour pouvoir faire son effet. Donc ça impose d'avoir un personnage sur table Strigoi, c'est obligatoire. Et elle n'inflige que un dégât. Un dégât, je trouve que c'est faible. Et en plus, au front. C'est-à-dire qu'il y a encore une condition. Ça nous fait 2 conditions obligatoires pour infliger un dégât au front. Je trouve que c'est pas assez, en fait. J'ai l'impression que pour une manœuvre spécifique royaume, je la trouve plutôt faible. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Chris, qu'est-ce que tu en dis, toi? Oh, bah, à peu près la même chose que toi, hein. On a passé depuis longtemps le seuil de la jouabilité, là, je pense, pour cette manœuvre. Mais non, mais le problème, c'est qu'il y a l'assaut par les sombres chemins qui est strictement Mm. supérieur et de manière tellement évidente que, bon, pour moi, il n'y a pas un débat passionnant à faire là-dessus. Après, ce qui peut arriver, c'est qu'elle a 3 traits, elle est bataille, chasse, strigoi. Donc on peut envisager qu'il y ait des cartes qui triggerent là-dessus et du coup ça sera bien. On peut aussi envisager que si une carte mentionne un Strigoi pour faire des dégâts, ça fasse quelque chose. Mhm. C'est peut-être l'intention ici. Ou alors bah, c'est juste pas bien pour le moment et puis on verra plus tard. Voilà. Madius? Moi, je suis très critique sur cette carte. Alors, je suis désolé, EQ, je sais que tu nous écoutes. Je vais être méchant avec toi. Euh, je trouve enfin, c'est un design un peu triste, quoi. Déjà, c'est une 7-2. Toi, tu as dit que c'était classique. Moi, je trouve pas ça classique pour une tactique. Je sais que c'est pas la seule tactique à 7-2, mais il me semble. Alors, je vais être critique avec toutes les tactiques à 7-2. On est sur un jeu où on nous impose une condition de 4 tactiques, 4 ravitaillements. Le ravitaillement, c'est clair, c'est 8-3, en gros. Les tactiques, pour moi, c'était plutôt 6. Alors, il y a des tactiques à 7, je sais, mais c'était plutôt 6 ou moins. Là, avec toutes les tactiques 7-2, je trouve qu'on brouille les pistes déjà. Donc c'est un peu dommage. Autant brouiller les pistes après une ou deux extensions, je comprends. Autant pour installer le jeu et comprendre la différence entre tactique et ravitaillement, je trouve pas ça génial. Avis personnel. Ensuite, excuse-moi, mais la condition, elle est pétée au sol, quoi. Si vous contrôlez au moins un personnage Strigoi, donc, mais c'est pas un truc que tu prépares 3 tours à l'avance. Bah, juste dans ton build, ok, si tu joues que 3 Strigoi, bah, tu la joues pas, et si t'en joues 10, bon, bah, ok, tu peux la mettre si tu veux, et encore, on l'a dit, si t'en trouves pas une meilleure. Je trouve que cette condition, elle est pas intéressante. Et infliger un dégât, bah, tu l'as dit, c'est au front, super, machin, enfin, vraiment, je suis très critique avec ça. Je vais terminer en renvoyant d'ailleurs les personnes qui nous écoutent, si vous voulez, à un texte qu'avait produit ACAB sur la taverne. Donc si vous recherchez, c'est le 23 mars à 11h46. Et il expliquait aussi en quoi est-ce qu'il trouvait que certains designs étaient un petit peu dommages sur les manœuvres. Bah, je trouve qu'on est pile dedans. Voilà, on est vraiment pile dedans. Les manœuvres, ça doit être un peu impactant, ça doit être un truc sympa à jouer. Celle-là, moi, elle me donne vraiment pas envie de jouer. Je trouve pas qu'elle soit impactante. Et encore une fois, 7-2 pour une tactique, je critique. Toutes les tactiques qui sont en 7-2, ça ne devrait pas exister. Voilà, dans mon esprit en tout cas. Voilà. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement hésite à se mettre à Vakarion? Qu'est-ce que tu aurais comme argument pour le convaincre de venir jouer? Alors
C'est une bonne question. Alors, je pense que le point le plus intéressant de Dracarion, ce qui va le plus séduire des gens légitimement, c'est de dire que c'est un jeu qui met en exergue comment dire, la compétence de jeu. C'est-à-dire que le meilleur va vraiment gagner, quoi. C'est à mon avis à Dracarion, enfin celui qui a la meilleure capacité d'analyse gagnera. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça plaît, ce genre d'argument. On est très très loin des jeux de cartes à l'ancienne où tu pioches ta main et tu jettes parce que tu as perdu, quoi. La RNG est réduite à. Ouais, voilà. son- Je pense qu'il y a pas mal de gens qui cherchent ça. Enfin, moi, je connais des gens qui cherchent ça, et donc je pense que ça peut plaire. L'autre truc qui peut plaire, c'est que ils ont réussi. Je pense qu'ils ont kidnappé des dessinateurs et qu'ils les gardent enfermés quelque part. Parce que je ne comprends pas comment ils arrivent à avoir des dessins aussi somptueux alors que des gens qui ont des moyens bien supérieurs sortent des trucs qui sont quand même d'un niveau beaucoup plus léger. Ça, c'est un super argument. Enfin, juste à collectionner les cartes, je pense qu'elles seront magnifiques, hein. Enfin, les dessins sont vraiment très chouettes. À plein de niveaux en plus, c'est pas juste c'est pas juste du sucre pour les yeux, quoi. Les cartes, elles sont vraiment chouettes artistiquement et quelque chose, quoi. Donc, je pense que ça, c'est deux bons arguments. Et troisième argument, il y a une équipe intéressante quand même. Le travail sur Seven Fallen était quand même assez ouf. Je pense qu'après, bon, bah, ça, il faut trouver quelqu'un qui connaissait Seven Fallen pour lui vendre le jeu comme ça. Mais disons qu'après, je peux faire un argument d'autorité en disant, tu vois, moi j'ai joué pendant un peu, pas assez de temps à mon goût, mais un petit moment à Seven Fallen et c'était trop cool. Et donc fais-moi confiance, cette équipe-là, elle va faire des beaux trucs. Voilà. Merci Técris pour toutes les informations que tu nous as données. J'ai trouvé l'émission particulièrement intéressante. Merci à vous, c'était une discussion très sympa. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à Técris d'avoir été avec nous ce soir. On revient très vite avec de nouveaux épisodes. Et que Carthage triomphe.